L'esclavage est une pratique orientale et européenne. L'esclavage n'est pas une institution africaine. Donc cela m'oblige à définir les mots pour être que tout le monde soit d'accord. Parce qu'on dit n'importe quoi. Hein? Esclavage, ça vient du mot slave. Donc slave, c'est pas nègre. Chacun sait de qui je parle. Ce sont des populations de l'Europe centrale que les Romains et les Grecs allaient prendre pour les réduire à l'état de bien cheptel, comme si c'était du bétail. Et on allait les traire jusqu'à ce que le sang sorte, selon Caton, dans des Re Rustica. Il faut les traire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait et le sang sorte à la place du lait. C'est comme ça qu'ils appelaient ces gens. Donc quand on dit équation nègre égale esclave, c'est faux. Parce que le mot esclave veut dire slave, c'est pas nègre. Si je suis logique. Étymologie maintenant, je donne l'étymologie. Bon, ensuite, deuxièmement, je donne la signification juridique du terme esclavage. Est esclave tout être humain réduit à l'état de bien cheptel en vertu des lois en vigueur dans la cité. Donc ce sont les lois qui disent qu'on a le droit de réduire un être humain à l'état de bétail. Mais le ministre de France Colbert va faire mieux. Il va dire que le noir n'est même pas un bétail. Le noir c'est un meuble. Un bien meuble. Dans le code noir de 1685 et dans le code noir de 1724. Parce qu'il y a deux codes noirs. On dit qu'il y a deux versions, c'est faux, il y a deux codes noirs. Le deuxième renforce par la répression le premier. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'on ajoute maintenant une catégorie qu'on appelle bien meuble. C'est-à-dire le noir des Antilles, c'était comme une table. Le noir pris en Afrique, c'est comme une table. Quand on le frappe même, il ne doit pas sentir. Mais la contradiction, c'est qu'on dit qu'il est bien meuble. Ça dit comme une chose, mais en même temps, il faut baptiser la chose. Hein? Il faut baptiser un meuble. Bon. Donc, ce noir qu'on appelle bien cheptel ou bien meuble, on l'appelait plus tard bien meuble, c'était pas lui esclave, il ne connaissait pas ça dans son pays. Donc il ressort de ce que je dis maintenant, que l'Afrique noire d'avant la conquête des Arabes, avant l'entrée des Arabes en 639 de notre ère, l'Afrique n'a jamais connu l'esclavage. Alors vous allez me dire, et quoi? Parce que moi je définis au moins. Les autres ils ne définissent pas, ils parlent en l'air. Tous les systèmes de dépendance ne sont pas l'esclavage. Sinon la féodalité serait l'esclavage. Le système des serfs, ce serait l'esclavage, etc. L'Afrique a connu des systèmes de dépendance comme tous les peuples dans l'Antiquité. Mais l'Afrique connaissait seulement deux catégories de dépendants à l'exclusion de l'esclave, tel que je l'ai défini maintenant. La première catégorie, c'est ce que les Égyptiens appelaient Bak. Le déterminatif montre que ce n'est pas un homme qui est lié. Il est libre, vacant à ses occupations. Donc on traduit par serviteur. Ça ne peut pas être esclave parce que même le pharaon, on dit Bak en Ra, c'est-à-dire serviteur de Ra. Donc le pharaon est aussi esclave. Donc, tout le monde ne peut être esclave aussi. Donc, il faut garder le mot esclave pour les gens qui utilisent ces mots. Ce n'était pas l'Afrique. Bon, peut-être il faut inventer un autre mot. Mais ce n'est pas esclavage. D'autre part, il y avait une deuxième catégorie. Alors, la première catégorie jouissait de ses biens, avait sa maison, avait toute sa femme, et pouvait retourner, vaquer à ses occupations après le travail. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les captifs, que les Égyptiens appellent Seker Ankou, au pluriel. C'est-à-dire les vivants blessés. C'est-à-dire qu'ils font des guerres à l'Égypte, et ils sont capturés, ils sont liés, et en attendant qu'ils assimilent les mœurs de l'Égypte, au point qu'ils deviennent même empereurs chez les Noirs. Est-ce que vous avez déjà vu Caligula et Spartacus devenir empereur à Rome? Dites-moi. Eh bien, vous savez bien que le Mansa Sakura de l'Empire mandingue, il était d'abord de condition captive, et il est devenu empereur.
Alors les idéologues disent que ce n'est pas usurpation. Mais est-ce que quelqu'un, un esclave, peut être pas usurpation, même Basileus en Grèce? Même pas usurpation, je lui demande même d'usurper. Usurpe. Alors, donc c'est faux. Ça veut dire que l'Afrique n'a pas connu l'esclavage. J'ai défini juridiquement maintenant. Bon, l'Afrique a connu quoi? L'Afrique a connu une catégorie de dépendance qui n'a pas encore de nom. Donc ils utilisent plein de mots qu'ils appellent mode de position asiatique. Il faut évacuer tout ça. Il faut utiliser nos langues. Comme ça on va mieux comprendre. Bon, en fond B. Moi je parle fond. Maintenant je parle fond. Voilà. Hein? J'ai fini de parler maintenant français. Je vais continuer la conférence en fond. Comme ça vous allez bien suivre. Jean-Pierre. C'est pareil que le créole, on comprend. Hein? Bon, on dit que il y a ce qu'on appelle Messinton. Messinton. Les Blancs disent que quand on dit Vidomégon, ça dit l'enfant chez Kidam. Ça voudrait dire esclave. Non. J'ai défini esclave, n'est-ce pas? On ne sort pas de là. Messinton, ce n'est pas esclave. Ce serait un peu serviteur. Hein, qui travaille pour la personne à laquelle il est attaché, mais il est libre. Sinon, il ne pouvait pas jouir de certaines conditions. Et il y a aussi Kanouman, en Fongbe. Kanouman, ça dit celui qu'on a été obligé de ligoter d'abord, avant de libérer l'entrave après. Une fois qu'il n'est plus une menace pour la société. Mais les rois du Dahomey avaient poussé le sens de l'équilibre tellement loin qu'ils étaient obligés d'aller prendre des femmes chez les gens qui étaient leurs captifs avant. Comment c'est compatible avec l'idée qu'on donne de l'Afrique? Comme la terre de tous les malheurs, la terre de l'esclavage. Et il y a un incompétent qui s'appelle Petre Grenouillot, qui dit qu'il y avait une traite africaine avant. Hein? Petre Grenouillot, il s'appelle. J'ai dit, bon, ne portez pas plainte tous contre lui, parce qu'il ne va jamais sortir de la plainte. Amenez-le pour qu'il fasse un débat avec moi. Son livre est nul. J'ai jamais même vu ça. On prend des mots, on ne définit pas. Parce qu'on a affaire aux nègres. Nullissime. Nullissime. J'ai jamais vu ça. Ça dit pour le détruire même, il ne faut même pas faire beaucoup d'argumentation. Il faut prendre les faits bout à bout. Et comme ça, lui-même, il va voir l'incohérence de ce qu'il fait. Hein? Alors donc, c'est un livre négationniste pour pouvoir dire que c'est les Africains eux-mêmes qui sont responsables de la traite. Évidemment, les ennemis de toujours de l'Afrique ont sauté sur l'occasion pour dire, ah voilà le livre qu'il nous faut, on l'a même décoré d'un prix. J'ai dit, il faut lui enlever le prix, parce qu'il est nullissime. Bon. Petre Grenouillot, c'est de lui que je parle maintenant. Il y a eu des articles de Mbokolo aussi douteux, où il dit que oui, quand il y a eu la traite arabe, je vais le voir tout à l'heure. Il ne va pas dire ça devant les gens, il ne peut pas dire ça. Que quand il y a eu la traite arabe, ceci, cela, les Noirs aussi avaient fait leur traite. Sachez une chose, c'est que quand on a vraiment fait l'histoire, quand on n'est pas un idéologue, on maîtrise les catégories de l'historiographie. Il y a une catégorie là qu'ils ne connaissent pas, que ce soit Petre Grenouillot ou Mbokolo. Hein, ils ne connaissent pas. Cette catégorie, ça s'appelle la causalité historique. C'est-à-dire quand il y a un fait, il faut établir l'enchaînement causal des événements. D'accord? Et c'est universel, tout le monde connaît ça. Hein? Taoumbi, et tous les historiens sérieux connaissent ça. Donc quand je dis à un idéologue, il ne connaît pas. Donc je vais prendre deux exemples pour vous édifier simplement. Quand les Juifs ont subi la Shoah, et en appliquant la causalité historique, les Juifs sont arrivés à la conclusion que quand on remonte dans la chaîne des responsabilités, les premiers responsables de la Shoah, ce sont ceux qui ont planifié et conçu ça, conçu l'idée même de la solution finale, l'idée. Et les Juifs ont dit que c'est Hitler. Et puis en faisant des recherches, Hitler lui-même a laissé entendre que c'est Rosenberg qui l'a inspiré. Mais Hitler a lâché une phrase qu'on ne dit jamais en France ici. C'est que ceux qui ont inspiré Rosenberg, c'est deux Français. Il y a un qui s'appelle Vacher de la Poule, et il y a un qui s'appelle Glumpovitch. Glumpovitch, lui, il a écrit la lutte des races.
Vacher de la Pouge, lui, il a écrit un livre terrible. Je ne peux même pas vous donner le titre maintenant. Vacher de la Pouge. Et Hitler était un mauvais étudiant à Vienne, un peu. Et puis il a dit, bon, je vais quand même m'occuper, parce que quand tu es raté quelque part, tu dis toujours que c'est les Juifs qui sont fautifs. Donc Hitler a dit, bon, c'est les Juifs, donc je vais essayer de voir pourquoi les Juifs nous empêchent de réussir. Mais c'est parce que Hitler n'était pas bon. C'est pas parce que les Juifs ont fait. Hein? Tu vois, je défends les Juifs maintenant. Donc ils ne peuvent pas dire quand même que Gomez a donné une conférence antisémite, puisque je défends les Juifs maintenant. Hein? Ce n'était pas eux qui ont fait. Bon, donc, Vacher de la Pouge, c'est le théoricien de la solution finale. Vacher de la Pouge. Et donc, d'abord, la première chaîne, c'est ce qu'on appelle maintenant les planificateurs, les concepteurs dans la causalité historique. Si tu as fait l'histoire vraiment. La deuxième chaîne, le deuxième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont fourni la logistique. C'est-à-dire qui ont financé. Qui ont fourni la logistique. Troisième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont organisé sur place à partir de la logistique. Organisé sur place, l'organisation. Donc la traite, c'était une organisation aussi. Hein. Ce n'était pas des Africains qui se levaient pour amener d'autres Africains sur un marché en disant « venez nous acheter ». Sinon, pourquoi ceux qui venaient acheter, sachez les Africains venaient avec des canons et tuaient les Africains dans les radias. Tu ne vas pas faire un commerce avec des canons. Pourquoi tu fais un commerce avec des canons puisque l'autre vient librement te livrer son frère, puisqu'il n'aime pas son frère. C'est ça qu'ils ont dit à Jean-Pierre, tout ça. Mais ils savent maintenant que c'est faux. Voilà. Donc, je dis que, à part, il y a encore des nègres qui continuent à dire ça. Il y a des nègres qui continuent à dire ça. Et qui disent même ça sur des sites internet en disant que le cran un peu rappelle les négriers. C'est des incompétents. Voilà. C'est le mot qu'on peut dire pour être gentil. Donc, je dis que ce niveau de responsabilité maintenant, c'est ce qu'on appelle l'organisation sur place. Ensuite, vous avez un autre niveau de responsabilité juste en dessous. C'est ce qu'on appelle maintenant, sur place, les bras armés, c'est-à-dire les mercenaires qui vont faire le travail. C'est-à-dire les gens, les exécutants du travail. Ensuite, vous avez en dessous encore ce qu'on appelle maintenant les complices sur place. C'est-à-dire il y a des gens qui disent, bon, on ne veut pas quand même être vendus. Donc comme ils ont des canons, on ne peut pas. Donc on ne veut pas être vendus. Tu vois? C'est même dans l'histoire des Juifs. Hein. Par exemple, les Juifs, ici en France, il y avait des Juifs qui avaient l'argent. Ils avaient les moyens. Mais ils ne voulaient pas perdre tous leurs biens comme en Espagne. Quand les rois catholiques les ont spoliés, les ont chassés ensuite vers la Hollande, vers tout ça. Ils ne voulaient pas perdre. Hein? Donc ces Juifs maintenant, ils ont dit qu'ils sont dans l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Et ils ont dit, bon, nous on ne fait pas, on n'attaque pas physiquement les nazis. Mais les Juifs savent qu'ils existent. Certains ont même changé leur nom. Je ne vais pas donner les noms parce qu'il y a des hauts dirigeants politiques qui sont des descendants. Et les Juifs en Israël les appellent les renégats. Donc je ne veux pas rentrer dans une querelle de famille. Mais les Juifs disent dans leur histoire que le peuple juif a résisté. Parce que c'est au niveau de la complicité. Mais ce n'est pas le peuple juif qui a planifié la solution finale. Ça reviendrait à dire que les victimes sont leurs propres bourreaux. Ce qui est une monstruosité qu'on ose dire pour les nègres. Il en est de même de la France. En France, il y a des gens qui ont collaboré. Mais ce n'étaient pas des petits Français comme on le dit. C'était l'ancien maréchal de France. C'était le président du Conseil Pierre Laval. C'était Darlan. C'était Darquier de Pellepoix, le commissaire aux affaires juives. C'était donc l'élite française qui collaborait. Pendant ce temps, c'était des nègres qui étaient dans les maquis. Les nègres étaient dans les maquis et défendaient la France. Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'il faut chasser tous les Noirs de France, mais leurs parents collaborent. Pendant que les Noirs, eux, défendaient la France dans les maquis de Vercors. Donc, nous disons que, au niveau de l'Afrique, c'est pareil. Ce n'était pas un commerce triangulaire. Parce qu'il faut me montrer les Africains qui étaient comme les flibustiers, les négociants, les ceci, les ceci. On dit qu'il y a des mulâtres qui sont venus du Brésil. S'ils sont venus du Brésil, ils sont venus du Brésil. Hein?
Jean-Pierre, les résistances de l'Afrique, on ne dit jamais. Toutes confessions confondues. La résistance de l'Allemagne du Fouta Toro, la résistance d'Agadia, les résistants même qui ne sont pas connus, les résistants des peuples qui ont fait les Quilombo, c'est-à-dire les Djaga, qui brûlaient tout sur leur passage, qui faisaient tout pour ne pas être pris vivant, ils préféraient s'empoisonner plutôt que d'aller en captivité. On n'a jamais dit ça, Jean-Pierre. Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est-à-dire les descendants de ceux qui ont fait la traite. Ce sont eux qui écrivent l'histoire aujourd'hui. Et c'est à cette histoire que nous on s'alimente, à cette source malsaine. Un peu comme si le peuple juif allait s'instruire de son histoire dans les livres des nazis. Jamais. Ils ont leurs propres historiens qui sont capables de connaître la documentation historique. Quand un historien noir fait ça, on dit ah non, c'est un Africain, donc il est suspect. Certains ont même dit que lui-même il a vendu des Antillais. Il s'appelle le professeur Inikori. C'est le plus grand spécialiste de la traite des Noirs actuellement vivant. On n'invite jamais en France. On va encore faire un colloque à Bobo là, où il n'y a pas un Africain. Pour pouvoir dire plein de choses. Mais je vais me mettre au premier loge. Comme ça, quand ils vont me voir, ils ne vont pas dire. Je vais m'asseoir, je vais me mettre devant Oruno Lara, tout le monde comme ça. Je dis, bon, dites maintenant. Nelly Schmidt, tout ça. Alors, donc nous disons c'est faux. Et non seulement nous disons c'est faux, mais nous disons c'est impossible de démontrer le contraire scientifiquement. Voilà pourquoi ils ont refusé de nous inviter à leur colloque, pour pouvoir parler entre eux et dire du mensonge. On sera devant, on va encore les interpeller. Des fois, ils enlèvent le micro même pour qu'on ne parle pas. Moi, je parle sans micro, je parle tout seul sans micro. Alors, je n'ai pas besoin de micro pour poser une question. Alors, donc, voilà le problème. C'est-à-dire que quand on voit ceux qui ont conçu la traite, c'est Las Casas et autres. C'est Las Casas. Ce sont eux qui ont dit maintenant il n'y a plus d'Indiens. On les a tous exterminés. En tout cas pour la traite du Nouveau Monde. Mais il faut aller chercher les nègres là-bas, puisqu'ils sont dans la débauche, dans le vice. Il faut les amener. Ils sont résistants, non? Ils vont venir. Ils vont venir, ce sont eux. Mais est-ce que c'est un noir qui a écrit pour dire qu'il faut aller chercher les noirs pour les vendre aux Antilles? Non, c'est Las Casas. Las Casas n'est pas noir. Alors, mais il n'y a pas que Las Casas, il y a tous les théoriciens qui ont écrit ça, mais on tait leur nom. Donc l'Afrique a été agressée par des puissances coalisées. La Hollande, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal. L'Espagne et le Portugal en premier. Parce que les Arabes leur avaient donné les moyens technologiques de faire la navigation au long cours. Avec le gouvernail des tambours fixé à l'arrière des bateaux pour la haute propulsion en haute mer. Malgré cela, ils ne savaient pas encore les boussoles. Donc Christophe Colomb s'est trompé, il est parti à New Delhi. Et il voulait aller à New Delhi, on dit va à New Delhi, va là-bas, il dit que c'est les Indiens. Parce qu'il croyait qu'il était à New Delhi, parce qu'il ne savait toujours pas où il était. Donc tous ces gens-là. Bon, donc ce qui est important ici, c'est que les Juifs, parce que c'est ça le problème. Bon, je passe maintenant sur l'Antiquité tardive, sur tous les documents, parce que par-delà la Bible, maintenant, il y a des textes qu'on appelle les commentaires rabbiniques de la Bible. Et ce sont ces textes qui ont dit que le noir, en vertu de la malédiction noachique, sur laquelle je passe, brièvement, mais je voudrais attirer votre attention sur 3 anomalies dans cette malédiction, si cette histoire n'est même pas une invention romanesque. La première anomalie, c'est qu'on dit que Noé a bu, s'est saoulé et était nu. C'est-à-dire qu'il a tellement bu qu'il est nu. Celui qui était ivre qui a bu, ses enfants viennent juste voir sa nudité. Mais c'est lui qui était fautif. Il ne fallait pas qu'il soit nu aussi. Il ne fallait pas boire à ce point jusqu'à être nu. Lui n'a pas été maudit, n'est-ce pas? Et on dit que ses enfants, c'est Cham qui a vu sa nudité. Et quand Cham a vu sa nudité, au lieu d'aller couvrir son père, il a contemplé la nudité. Et puis après, les autres enfants sont venus comme par hasard pour couvrir leur père. Et donc, quand l'autre a fini de boire, bon, on revient toujours à soi-même un jour. Il dit que maudit soit maintenant Canaan. Canaan n'était pas là. On a dit Cham, non? Deuxième anomalie.
Un seul c'était Canaan, on a dit Cham. Cham, il a plusieurs enfants. Il n'a pas que Canaan. Peut-être même on ne nous a pas dit que Canaan était là, même quand on a vu. Je ne pense pas que Canaan était là. Hein? Alors, quels sont ses enfants? Il y a Couche d'abord, c'est la Nubie. Il y a Misraïm. Misraïm, ça dit Mesuraïm. En hébreu, ça dit ceux qui ont été enfantés par le dieu Ra. C'est ça qui a donné Misraïm. Ensuite, il y a Pout. Il y a Saba. Il y a Avila. Il y a Couche de Nemrod là-bas. Le Nemrod dont je parle là, c'est les ancêtres des Sumériens. Celui qui bâtissait tellement le paradis. Il a bâti tellement qu'il était... C'est des Noirs qui étaient en Irak. Cela confirme même, d'après la généalogie biblique, leurs propres ancêtres même, ils ont dit que c'est le livre de la parole de Dieu, non? Eh bien moi je cite la parole de Dieu maintenant. Comment ils vont faire? Donc, c'est ça. Tous ces gens-là, ils étaient les enfants de Cham. Et comme enfant de Cham, on prend un seul enfant, qui lui n'a pas vu. Mais pourquoi on l'a pris? Eh bien les textes rabbiniques nous disent pourquoi on l'a pris. Ils l'ont pris parce que ils convoitaient le pays et ils voulaient l'envahir. Et ils ont dit, c'est Dieu qui leur a donné l'autorisation de prendre un pays qui n'est pas le leur. Troisième anomalie, comment Dieu peut te demander d'aller prendre quelque chose qui n'est pas à toi? Dieu n'encourage pas le vol. Hein? Hein? Tout ça c'est faux même. Tu vois? Bon, donc, ce qui est sûr, c'est que le texte le plus ancien, ce n'est pas ce texte-là. Ce texte-là, c'est un texte apocryphe. Et je vais vous montrer que nous n'avons pas trace d'un original hébreu de la Bible. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi on ne vous montre jamais l'original de la Bible. En fait, l'entête à femme, on ne vous montre jamais l'original. Hein? Je vais vous montrer, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Bon, bref. En tout cas, sachez une chose. C'est que les Noirs dont on parle, si on dit que c'est autre anomalie, on dit que c'est Noé qui les a maudits. Mais après, on a dit que c'était plus Noé, c'est Dieu. Mais Noé, c'est pas Dieu. On est parti d'une malédiction noachique pour dire finalement c'est une malédiction divine. Et on a dit finalement ce n'est plus seulement Canaan, c'est tous les Noirs de la terre. Ils doivent être les esclaves des autres peuples. Nous touchons du doigt ici la collusion entre l'entreprise de l'esclavage et les justifications idéologiques tirées des textes rabbiniques. Et pour ces textes, il y en a deux. Il y a un qu'on appelle le Midrash Rabbah et l'autre qu'on appelle le Bereshit Rabbah. Je passe sur... Mais en tout cas, il paraît que le noir, quand il a fait ce malheur-là, il est devenu un démon avec des cornes. Et l'iconographie va regarder maintenant. Voilà, voilà. Quand vous... Voilà, j'ai tiré ça des textes anciens. On dit que le noir a une queue, il a des cornes, il est un démon, etc. Ça, c'est une littérature post-biblique, mais qui se veut un commentaire de la Bible. Le Midrash Rabbah et le Bereshit Rabbah. Nous sommes donc ici dans la période qu'on appelle l'Antiquité tardive. Et c'est cette littérature qui va inspirer ensuite les pères de l'Église, Origène, tous ces gens-là, qui vont répéter les mêmes choses. Et certains auteurs arabes aussi, Ibn Ishaq, etc. Même Ibn Khaldoun, le grand Ibn Khaldoun, qui dit que le noir est issu d'une contrée où on lui a donné la peau noire comme fruit de son infamie, depuis l'alliance et l'arche. Est-ce que Ibn Khaldoun était dans l'arche, pour savoir? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que tous ces peuples-là vont développer sur des bases théologiques une négrophobie. Cette négrophobie, c'est celle-là que nous vivons aujourd'hui. C'est ça la conséquence. On nous dit qu'il faut oublier parce qu'il n'y a pas de noir en France, il n'y a pas de problème noir. Mais on a enseigné tout ça pendant des années. Et il y a une imprégnation chez les gens. Tout le monde nous dit que le noir, lui, on ne voit pas ce qu'il a inventé. C'est le diable, c'est le fils du diable, etc. C'est pas ce qu'on dit. Allez dans les banlieues, vous allez voir. Même dans les stades maintenant, quand les noirs jouent, on fait les cris de singe, non? Alors est-ce que c'est encore nous qui avons inventé, on dit qu'il n'y a pas de noirs? Mais il y a quand même les cris de singe. Les Juifs, ils utilisaient l'argent pour échapper aux persécutions religieuses parce que c'était le seul domaine où ils pouvaient prospérer. Ils étaient interdits même de la vie intellectuelle. Ils étaient persécutés. Il faut voir l'état de l'Europe à cette époque.
Il faut voir que même quand Copernic a fait ça, on a failli le tuer. Après Giordano Bruno, il a fini sur un bûcher. Hein? L'Europe détestait la science. C'était la période où le dogme l'emportait sur la raison. Et le fanatisme était le lot. C'est dans ce contexte que les premières universités sont apparues. Et dans les universités, on n'étudiait pas autre chose que la Bible. Ce sont les Arabes qui ont fait des commentaires d'Aristote. Et ces commentaires ont échoué à Byzance parce qu'on ne pouvait pas les conserver en Occident. Hein? Donc, eux, étant dans le commerce, ils étaient les premiers aussi. Lorsque les Espagnols, les rois catholiques ont décidé d'aller faire les croisades pour conquérir les terres d'islam, parce que les peuples qui n'étaient pas islamisés ou chrétiens n'existaient pas. Hein. C'était des zones d'expansion, tu prends, tu peux les massacrer. Hein. S'ils ne se convertissent pas, tu les massacres. Hein. Tu les fais travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. C'était ça le but de la controverse de Valladolid. Le fameux document de la controverse de Valladolid, que je n'ai pas le temps d'épulcher ici. Donc, ce que je dis, et qui est clair ici, c'est que les Juifs, ce n'est pas contrainte qu'ils vont faire du commerce. Ce n'était pas esprit véreux. Ce n'était pas par esprit véreux. Donc les rois catholiques vont leur dire, écoute, nous on va vous expulser pour prendre vos biens. Et en les expulsant, heureusement, ils ont trouvé des patries accueillantes à Gênes en Italie et à Amsterdam en Hollande. C'est de ces deux endroits que la traite des Noirs a eu la logistique financière pour commencer. Si c'est ça que Dieu donné a dit, et qui a fait qu'on l'a condamné, moi je dis qu'il a dit la vérité. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un sur la base de la vérité. Parce que les historiens savent ça. Hein? Ça veut dire que nous connaissons exactement les banquiers juifs qui ont investi dans la traite des Noirs. Nous connaissons leur nom. Ils étaient à Amsterdam. D'ailleurs, les banquiers de toutes les confessions ont investi. Hein? Les chrétiens banquiers ont investi. Des anglicans ont investi. Des gens de toutes les confessions ont investi. Mais si tu oses dire qu'il y avait des banquiers de confession juive, mais tu es mort en France. Il y a même des gens qui ont dit, Gomez, c'est ta dernière conférence. Comme tu fais le fou là, tu ne sais pas comment ils sont puissants. J'ai dit, qui? Comment? Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Dès lors qu'un homme est en accord avec sa conscience, il ne craint rien. Nous disons que la dernière conférence, ou pas la dernière, tout le monde a investi. Je ne vais pas donner le nom. Mais sachez que ceux qui ont investi, ils ont investi partout. Ils ont investi à Curaçao. Ils ont investi à Saint-Domingue. Ils ont investi à la Guadeloupe. Ils ont investi, parmi ceux qui ont investi à Saint-Domingue, il en est un qui est un descendant de juifs portugais, très célèbre, j'hésite vraiment à dire son nom maintenant, qui s'appelle, en tout cas je vais dire, qui s'appelle Isaac Mendes France, et qui est l'ancêtre de l'ancien président du Conseil, Pierre Mendes France. Mais lui, quand la France a interdit la traite négrière sur son territoire, lui, il a continué à faire la traite négrière. Donc, les esclaves étaient obligés de prendre des avocats pour porter plainte contre lui, pour pouvoir être libres. Et il y a eu un procès retentissant. Tout le monde connaît, toute l'historiographie connaît Isaac Mendes France. Mais lui, il est sorti de cette lignée aussi de banquiers juifs. Mais je répète à l'heure des charges qu'il y a eu des banquiers chrétiens, il y a eu des banquiers anglicans, il y a eu des banquiers de toutes confessions. Mais le noir qui a osé dire qu'il y a des banquiers juifs aux États-Unis, on l'a tellement persécuté. Le professeur Tony Martin, on l'a tellement persécuté qu'il ne pourrait même pas enseigner encore. Tu dis ça, tu n'enseignes plus, sauf si tu crées ta propre université nègre. Tu ne manges plus. Tu ne manges plus. Ça veut dire tu dis la vérité, tu es persécuté. Donc, ils ont... Donc, j'aime même... Ça veut dire qu'il y en a qui ont investi. Par exemple, Isaac Mendes France. Il a d'abord investi 5 millions de reis
Bon, ensuite, il a fait des surprofits de 120 millions de reis. Et comme c'était très lucratif, il a demandé à ce qu'on construise des bateaux encore plus grands. Et quand on construit un bateau où il doit y avoir 250 noirs, on en met 400. Donc on met les noirs les uns sur les autres pour qu'ils fassent leurs besoins. Hein? Et quand après ces noirs-là, ils arrivent à Saint-Domingue, parce qu'ils ont dit que c'est l'Afrique qui les a livrés. Hein? Mais quand vous êtes arrivés là-bas, est-ce qu'ils vous ont épargné? Hein? Est-ce qu'ils vous ont épargné? Hein? C'est encore pire là-bas. Hein? C'est l'Afrique qui vous a livré. Donc, tous ceux qui ont fait les révolutions anti-esclavagistes aux Antilles, ce n'étaient pas des créoles comme Chamoiseau. C'était des Africains enracinés. Toussaint Louverture, il est né à Alada. Enfin, son père est né à Alada. Il s'appelait Gaou Deguenon. Pas Gaou Guinée ou Gaou Guinée. Gaou Deguenon, c'est Alada, c'est un béninois. Ignace, il est Oyo du Nigeria. Ignace. Dessalines, qui a battu les troupes de Rochambeau à Vertières, est un Mandingue. Le nègre qui a perdu ses mains dans les moulins et qui a fait l'appel à l'insurrection, qui s'appelait le nègre Boukman, venu de la Jamaïque, il est Ashanti. Mais c'est un Ashanti qui a été initié aux cérémonies vaudou, en exil. Donc, quel est le créole? Dites-moi le nom du créole qui a fait une résistance anti-esclavagiste aux Antilles. Dites-moi son nom. Qui est ce créole? Ça n'existe pas. Les créoles, c'est tous des Africains. C'était des Africains. On dit qu'ils ne sont pas Africains. Hein? Et qu'on va les appeler... non, ils sont venus des mers. Et en venant des mers, ils sont venus aux Antilles. Donc il faut commencer le voyage par les mers. Hein? Et ce sont des poissons. Ce ne sont pas des amphibiens. Ils sont venus d'une terre ferme, qui est l'Afrique. Hein? Tous ces gens qui enseignent la haine entre les Antillais et les Africains. Hein? Mais qui étaient en fait à la base de la traite. Parce que c'est eux qui ont investi. On nous dit le roi du Dahomey. Mais le roi du Dahomey, justement, qui a empêché la traite, hein? On a fait un coup d'état contre lui, non? Il s'appelle Adan Lozan. On n'a pas fait un coup d'état contre Adan Lozan. On a fait un coup d'état contre Adan Lozan. Alors, donc, ce que nous voulons dire, c'est que il y avait des banquiers juifs et qu'ils ont eu des profits colossaux. Quand tu as 120 millions de reis, et après il a pris 80 millions, il a réinvesti dans encore d'autres bateaux. Et il a multiplié encore les profits. Et ces profits, ce sont ces profits qui ont été mis dans les premières banques et qui ont permis de financer la révolution industrielle. Donc je dirais à Mbokolo, puisqu'il dit dans ses travaux qu'il y a eu des philanthropes anglais, Wilberforce, Granville Sharp, etc. Heureusement qu'ils ont volé au secours des Noirs pour en finir avec l'esclavage. Je ne considère pas le cas Schulcher d'ailleurs. Hein? Eh bien, je lui dirais ceci, que même le président français, il ne dit plus ça. Dans son discours, il a dit non. On est obligé d'avouer maintenant que les premiers abolitionnistes, c'était les esclaves eux-mêmes. Et pour la première fois, un homme d'État français a dit que Toussaint Louverture. Personne ne dit Toussaint Louverture ici. Tu dis Toussaint Louverture, c'est comme si tu as appelé le nom du diable en personne. On ne dit pas ça en France. Les gens ont dit attention, Chirac vieillit. Il faut qu'il fasse attention, parce que c'est le prochain discours, il va même dire que l'Égypte était nègre. Attention à Chirac. Donc nous disons que ce qui est important par rapport à ce combat-là, c'est que la révolution industrielle n'aurait jamais été possible sans les surprofits amassés. Depuis la Hollande, depuis Christophe Colomb était juif. Christophe Colomb était de confession juive avant de devenir catholique par baptême. Nous avons l'acte de baptême de Christophe Colomb. Nous avons les confessions de ses parents. Et la plupart de ses amis étaient aussi juifs.
Amerigo Vespucci a un nom comme Vespucci italien, consonance italienne. Mais ce n'était pas son vrai nom avant. C'est son prénom qu'on a pris pour donner à l'Amérique. C'était un de ceux qui ont fait cette conquête-là, où on a décimé les Indiens, qui se sont appelés Indiens parce que c'était une erreur de navigation. Mais ils avaient leur propre nom, Arawak, mais on ne prend pas. On dit Amérique. Donc, c'est comme si moi je prends maintenant Jean-Pierre, et je dis à partir d'aujourd'hui, hein, l'Océanie va s'appeler Jean-Pierrerie. Pas sérieux, pas sérieux. Hein? Bon. Donc, ce qui est important, c'est que sans cet argent-là, il n'y aurait pas eu la révolution industrielle. La thèse des révisionnistes, à la tête desquels on trouve un historien de confession juive aussi, qui s'appelle le professeur Philippe Curtin, qui a écrit The Atlantic Slave Trade et Census. Ça dit, face à lui, il y a le professeur Inikori, qui défend les thèses diamétralement opposées. Donc, ils disent qu'il n'y a eu que 15 millions de Noirs entre 1440 et quelques et 1800 et quelques, hein, près de 5 siècles, qui ont été déportés. Quand on voit le rythme des bateaux, rien que le golfe du Bénin, on a déjà dépassé les 15 millions. Rien que le golfe du Bénin. C'est-à-dire Ouida, Elmina, Podor, etc. On a déjà dépassé les 15 millions, je l'ai prouvé. Hein? Donc il dit que 15 millions de Noirs seulement. Hein? Et après on condamne les autres pour négationnisme. Mais eux ils disent qu'il y a eu 15 millions seulement de Noirs. Hein? Mais le professeur Inikori a démontré que sur 5 siècles, il y avait au moins plus de 150 millions, pour ne pas dire 200 millions de Noirs. Voilà pourquoi l'Afrique est passée de 600 millions d'hommes, de 800 millions d'hommes au 16e siècle, au 15e siècle, hein, avec 250 millions de moins. On dit que oui, mais attention, il ne faut pas compter les pertes. Ils appellent pertes les Noirs qu'ils massacraient eux-mêmes pendant les razzias. Est-ce que ces Noirs sont morts en fonction de l'opération du Saint-Esprit? C'est pas eux qui les massacraient, hein? De sorte que pour un captif pris vivant, il y avait 10 dommages collatéraux, 10 Noirs qui mouraient. Parce qu'on prenait les vieux, les femmes enceintes, on les massacrait. Parce qu'ils n'étaient pas aptes au voyage. Je ne parle pas des gens qui mouraient de dysenterie, hein, qui mouraient de malnutrition, de mauvais traitements, hein, dans les cales. Je ne parle pas des esclaves jetés en pâture aux requins pour s'amuser, en disant « Ah, il y a le requin là qui a faim. Allez, j'envoie un nègre de Guinée dans sa gueule. » Je ne parle pas de tout ça. Alors après, on vient nous dire qu'il n'y a pas de problème noir et qu'il faut que tout le monde se taise, hein, et pour qu'il y ait la République. C'est la République que nous on mange. Pour nous, si on dit que le prix de l'intégration, c'est le renoncement aux cultures d'origine et au fait que nous avons une origine, hein, parce que les autres, ils ne renoncent pas aussi. Les Israéliens, ils ne renoncent pas. Ils ont leurs écoles, ils ont tout. Quand c'est eux, il n'y a pas de communautarisme. Le mot communautarisme a surgi quand on a vu que les Noirs commençaient à essayer de voir comment ils vont s'en sortir. Hein? Alors, donc si c'est ça, renoncer à la culture d'origine, moi j'ai dit à Lozès, hein, il est certain que c'est un vœu pieux. On ne renoncera pas unilatéralement à la culture d'origine. L'essentiel, c'est de respecter les lois de la République, c'est tout. Mais qu'on ne nous dise pas de faire ni moins ni plus que les autres. On est tous pareils. Voilà. Donc, ce que je dis ici, et qui est très clair, c'est que le modèle assimilationniste français a échoué. Nous prenons acte de l'échec du modèle assimilationniste français. Nous pensons que le modèle opératoire d'avenir aujourd'hui, c'est le modèle multiculturalisme. Nous prenons donc acte du fait que certains ne demandent pas la permission, ils font déjà, ils s'organisent. Nous prenons acte. Donc notre cas est un anachronisme parce que nous on était là même depuis la Vénus au Tintin, je viens de le montrer. Hein? Alors, quand on parle des Noirs dans l'histoire de France, on dit c'est l'esclavage ou la colonisation. Donc, ce que je veux dire ici, qui est clair, c'est que c'est le noir qui a fait qu'il y a eu l'industrialisation de l'Europe. Le passage de la phase mercantiliste de l'économie à la phase industrielle, c'est dû à l'argent amassé dans la traite des Noirs. L'argent amassé dans la traite de Noirs fait 95%. Voilà pourquoi le juriste Maurice Lévy a été celui qui a le plus combattu la loi Taubira pour évacuer les réparations. Il a évacué. C'est le même qui dit encore qu'il faut condamner Dieudonné.
Moi, je dis que leurs parents à eux, certains étaient des banquiers, partout aussi. Parce qu'il y a des juifs aussi qui ont dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça quand même. Parce qu'on ne peut pas quand même croire en Dieu et faire des choses comme ça. Heureusement, il y a des juifs qui ont fait aussi, je peux citer leur nom. Pour qu'on ne dise pas demain, Gomez a dit qu'ils ont tous investi aussi. Il y en a qui ont dit non, il ne faut pas faire comme ça. Bon, donc, je peux même citer leur nom. Bon. Mais comme les autres ont dit jamais, ceux qui ont dit qu'il faut investir, donc eux, je vais mettre les lumières de l'actualité sur eux. Puis eux, on parle jamais. Mais les autres ont dit aussi, il ne faut pas le faire. Bon. Donc, cette traite-là va aboutir. Nous sommes maintenant dans les années 1789. Quand les Noirs ont pris leur liberté à Saint-Domingue, grâce à un Noir d'Alada, Toussaint Louverture. Et quand il a été capturé par ruse, par Bonaparte, qui était un raciste de la pire espèce hitlérienne, je dis maintenant, voilà. On a dit que Claude Ribes a menti, on l'a attaqué n'importe comment. Bien que Claude Ribes ne soit pas forcément d'accord avec nous sur tous les plans, puisque je les ai tous invités. J'ai invité Dieudonné, j'ai invité Claude Ribes, j'ai invité tout le monde pour la séance inaugurale du comité. Bon, certains ne sont pas venus parce qu'ils ont dit qu'ils sont dans d'autres collectifs, ils ne sont pas d'accord avec nous, bon, etc. Bon, mais de toute façon, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je défends le livre de Claude Ribes, qui est un des meilleurs livres sur la question. Et Bonaparte était un raciste de la pire espèce hitlérienne. Et Bonaparte, il a des écrits sur la question sur les Noirs que je voulais projeter, mais hélas, bon, de toute façon, au niveau de la documentation, on aura l'occasion de vous donner les éléments. Et ce qui importe de dire simplement, c'est que Bonaparte n'était pas seul. Il y avait aussi parmi lui, bien sûr, le noyau corse, mais il y avait aussi des juifs. Il y a même celui qui a été envoyé au fort de Joux pour s'assurer que tout ça subira la diète noire, c'est-à-dire privé de nourriture, etc., jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça n'a pas empêché les Dessalines, ou en tout cas après l'assassinat de Dessalines, ça n'a pas empêché les héritiers de Toussaint de recevoir des juifs à Saint-Domingue parce qu'ils étaient persécutés ici. Ils les ont reçus gracieusement, ils ont reçu même des musulmans qui étaient persécutés. C'est le lieu de dire quelque chose qu'on ne dit jamais. Les trois révolutions fondatrices de la modernité, à savoir la révolution américaine, la révolution française et la révolution haïtienne, de ces trois révolutions fondatrices de la modernité, seule la révolution haïtienne a proclamé dans ses principes, c'est-à-dire dans sa constitution et dans le droit positif, que tout homme est libre, quelle que soit sa race. Première chose. La révolution américaine ne l'a jamais consigné, la révolution française ne l'a jamais consigné. Il y a eu des débats à la Convention, et on a dit, est-ce que quand on dit tout homme est libre, ça concerne les nègres? Et le débat a duré 4 heures parmi les révolutionnaires français pour savoir si ça concerne les nègres. Et donc, il y a eu 25 abstentions. Et 120 personnes qui ont dit que ça ne concerne pas les nègres. On dit, mais pourquoi ça ne concerne pas les nègres? Ils ont dit, mais sinon on n'aura plus de sucre. Toujours le sucre. Le sucre. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Jallet, l'abbé Jallet. Donc, il y a eu l'amendement de l'abbé Jallet qui a dit, mais si les Noirs ne sont pas concernés par les droits de l'homme, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, périssent nos colonies, plutôt qu'un seul de nos principes. C'est tout. Tous les autres ont dit, il faut maintenir les Noirs parce qu'ils ne sont pas des hommes. À commencer par Voltaire, qui était un actionnaire de la traite des Noirs, et qui était un négrier. Voltaire vivait de la traite des Noirs, et il écrivait des ouvrages comme Traité de la tolérance, Liberté, mais il vivait de la traite des Noirs. C'est-à-dire qu'il comptait chaque soir combien on a vendu de nègres pour que lui puisse manger, et écrire ses faux livres sur la liberté. La traite des, donc c'était un actionnaire de la traite des Noirs. Voltaire. On dit toujours Voltaire. Les nègres créent même des clubs Voltaire au Bénin. J'ai dit, mais vous n'allez pas honorer un négrier comme Voltaire. Donc, ce que je veux dire, et qui est important aussi, c'est que en 1789,
lorsque la Révolution française a achevé par la terreur thermidorienne de manger ses enfants, les nègres en Afrique, Saint-Domingue, partout, ils ne se réclamaient pas. Contrairement à ce que Pierre Pluchon a écrit dans un ouvrage, Tous à l'ouverture, fils noir de la Révolution française. Ils ne pouvaient pas se réclamer de ces principes parce qu'ils savaient que c'était la duplicité, le mensonge quand on parle de liberté. Ils ont dit liberté, mais ils ne sont jamais libres dans les colonies. Ils savaient. Vous pensez tous, ils ne savaient pas ça? Et les Noirs de Saint-Domingue ont inscrit dans leur constitution que quelle que soit la distinction de sexe aussi, un être humain doit jouir de tous les droits. Et on a nommé des femmes au plus haut niveau dans le premier gouvernement des esclaves à Saint-Domingue. Mais leur nom est resté dans l'oubli. C'est une femme française qui a écrit sa propre déclaration des droits de la femme. Parce que l'Assemblée constituante française a dit que les femmes ne sont pas concernées. Il aura fallu attendre De Gaulle pour que les femmes aient le droit de vote en France. De la même façon, parce que quand on dit en Afrique la liberté, les Campaoré là, eux ils disent aux gens, notre modèle c'est la Révolution française. Il faut dire aux Africains, la Révolution française a été fossoyeuse de la liberté dans les colonies. C'est pour ça qu'il y a eu tant de morts à Saint-Domingue. Et que Bonaparte, qui se disait héritier de la Révolution française, a été celui qui a voulu rétablir l'esclavage et a tué presque les 3/4 de la population de la Guadeloupe. Donc, ce que je dis, et qui est très clair ici, c'est que le caractère conflictuel des rapports vient précisément du fait que, quand nous arrivons maintenant vers les années 1885, si ces gens-là, Wilberforce, on appelle les philanthropes qui ont libéré les Noirs pendant la colonisation, c'est ce qu'ils vont encore dire à Saint-Denis là-bas, tout à l'heure, mais je dirais le contraire, parce que je vais parmi eux là-bas. Lorsque on dit ces choses-là, on oublie une chose, c'est que c'est à cause du machinisme qui s'était développé, que le fait d'envoyer les Noirs si loin, avec tant de morts, c'était plus utile. Il suffisait de les fixer en Afrique et de les emmener de les faire travailler par le travail forcé. Et non seulement ils allaient construire une infrastructure, mais on ne va pas les développer, hein, on va juste construire des trains. Et ils vont tous mourir en construisant des trains. Pour qu'on puisse acheminer maintenant les richesses qu'ils produisent. Hein? Et c'est ça. Donc, je dis que ce qu'on appelle une entreprise philanthropique, c'est faux. C'était une entreprise qui a abouti à la colonisation dans l'État moderne. Prenant acte donc de cela, les plénipotentiaires de l'Europe se sont réunis en 1484-1425, sous l'égide du chancelier Bismarck, sans un seul représentant des pays africains à Berlin. C'est la fameuse conférence dite de Berlin. Il n'y avait pas un seul représentant africain. Il y avait même des Polonais et des Turcs. Et celui qui a rédigé ça, c'est un juif. Le texte. Au nom de Dieu, le miséricordieux, l'empereur d'Allemagne, etc. Aussi tous les pays, pour dire que c'est normal de partager la terre des Africains sans jamais avoir mis pied là-bas, avec des cartes qui sont fausses d'ailleurs. Il fallait voir comment ils ont tracé le fleuve Congo, c'est incroyable. Ils n'avaient jamais mis pied. Et aujourd'hui, nous, on aime ces espaces-là. Hein? Ah non, moi je suis du Congo démocratique. Hein? Et nous, attention, il ne faut pas nous mélanger avec Brazzaville. Hein? Ah non, non, moi je ne suis pas béninois. Hein? Moi je ne fais pas le vaudou, moi je suis togolais. Ah oui, mais toi tu es quoi? Mais moi je suis du Nigeria. Hein? Ah oui. Alors, donc, nous disons que ce que ces gens-là ont tracé, ces frontières-là, ils se sont arrangés pour tracer les frontières de telle manière que les Africains ne peuvent jamais avoir un marché intérieur économique. Donc, ce qui importe ici, c'est que j'en arrive en 1935. Entre les deux, il y a eu beaucoup d'étapes, beaucoup de péripéties que j'ai décrites. En tout cas, nous, on va écrire une histoire des Noirs en France qui n'a rien à voir avec ce qu'ils mettent dans les livres. Parce qu'ils ont menti. Ils ont menti dans la vie. Donc, nous arrivons en 1935. En 1935, Hitler qui arrive au pouvoir démocratiquement, parce que la coalition qui a pris acte du déclin du maréchal Hindenburg, cette coalition dit que Hitler est l'homme de la situation, c'est tout.
Hitler est arrivé au pouvoir démocratiquement. C'est un fait historique. Hitler, qui était déjà porteur de cette idéologie nocive, qui allait détruire une partie de l'humanité, ce qui est un crime abominable. Ça, c'est dans tous les manuels de France, non? Mais les mêmes gens refusent qu'on applique l'article 2 de la loi Taubira pour changer les manuels pour l'esclavage des Noirs et la colonisation. Et ils disent que ce qu'ils reprochent à Dieudonné, c'est que Dieudonné a fait la concurrence et la surenchère mémorielle. Encore des mots qui ne valent rien dire. Les mêmes gens disent qu'il faut parler tout le temps de la Shoah. Mais quand ce sont les Noirs qui ont subi ça pendant 5 siècles, et nous disons qu'il y a eu plus de 200 millions de Noirs déportés, absolument. On n'a qu'à prouver le contrat maintenant. On est là. Alors, donc, nous disons que ces gens-là, ils disent qu'il ne faut pas mettre ça pour les Noirs. Et ils se battent en disant, si on commence comme ça, il y aura une surenchère mémorielle, et bientôt il va falloir mettre aussi pour les Gitans. Mais nous ne disons pas pour les Gitans. Nous disons qu'il faut mettre pour les Noirs. On dit qu'il n'y a pas de degré dans les crimes. Et que la traite des Noirs n'est pas pareille que la Shoah, parce que ce sont les Noirs eux-mêmes qui sont responsables de la traite. Je viens de montrer que ce sont des incompétents qui ne connaissent pas la notion de causalité historique, qui peuvent dire des choses comme ça. Des incompétents. De toute façon, bientôt on va jeter même leurs livres. Ce sont des livres qui sont caducs. Caducs. Parce que l'information est inacceptable. Donc, nous disons que en 1935, Hitler soutient Benito Mussolini pour prendre sa revanche en attaquant l'Éthiopie. Quand ils ont attaqué l'Éthiopie maintenant, ils ont rasé le peuple éthiopien avec une rage. Hein? L'Éthiopie qui appartenait à la Société des Nations, la SDN. L'article 5 de la SDN stipule que tout État membre qui ait attaqué les autres États doivent le défendre militairement. Ils ont laissé l'Éthiopie passer des nègres. Ce n'est pas pour autre chose. Et l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, a été obligé de courir partout dans le monde pour aller trouver refuge en Angleterre. La France n'en voulait pas, personne n'en voulait. Parce qu'on ne voulait pas se fâcher avec Hitler. Seul le délégué haïtien, dont le nom restera dans l'histoire, a fait une courte intervention en disant « Souffrez qu'un jour, vous ne deveniez à votre tour l'Éthiopie de quelqu'un. » C'est un prémonitoire. Après, quand ils ont attaqué, quand Hitler a commencé à attaquer la Pologne, les Sudètes, etc., et a même attaqué la France, là ils ont dit la guerre a commencé. Donc ils enseignent à nos enfants que ça a commencé en 1939 et ça s'est achevé en 1945. J'ai mis dans les manuels la guerre de 1935-1945. J'ai dit que la guerre de 1935-1945, hein, parce qu'elle a commencé chez les nègres. On a tué plein de nègres. Ils ont tué 3 millions de nègres. Ils ont expérimenté, même comme Bonaparte l'avait déjà fait, hein, le gaz, les premiers gaz là, toxiques, c'était contre Saint-Domingue. On a fait des gaz contre les insurgés guadeloupéens, hein, à Brainbridge. Des gaz. Ils ont fait des gaz contre le peuple éthiopien. Mais comme ce sont des nègres, ça n'a pas ému les gens des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme. C'est quand eux-mêmes ont été attaqués. Hein? Par exemple, Daladier est parti là-bas en disant qu'il est parti calmer Hitler. Hein? Et quand Hitler les a attaqués, les a battus maintenant, hein? Il n'y avait plus personne, puisqu'il n'y avait plus de territoire français. Il était obligé, De Gaulle, d'aller faire une déclaration en Angleterre pour demander aux gens de tout faire pour sauver la France. Et c'est un noir guyanais qui a écouté cet appel. Il s'appelle Félix Eboué. Et qui était à l'AE. Et quand il a dit, on va aller, parce que la France nous a promis la liberté. Si cette fois-ci nous défendons la France, le général de Gaulle m'a dit que vous serez libres, il n'y aura plus de travail forcé. Mais les gouverneurs qui étaient là en AEF blanc ont dit jamais, nous sommes pour Pétain. Nous sommes contre le nègre là. Un nègre ne peut pas nous dire ce qu'il faut faire. Nous sommes contre la résistance. Je rappelle que l'élite, une partie de l'élite française collaborait. C'est un fait absolument certain.
Mais les Français disent que, en vertu de la loi de la causalité historique, le peuple français a résisté. Mais qu'il y a eu des corrompus et des complices. Hein? Mais quand il s'agit des nègres, on a dit tous les nègres ont vendu les Antillais sans nuance. Parce que ce sont des nègres. J'ai dit ceux qui disent ça, ils ne peuvent pas prospérer sur le plan scientifique. Parce que ce sont des imposteurs et des incompétents. C'est moi qui dis ça. Et si vous en connaissez, dites-leur de venir dire devant moi. Jamais. Même certains, même quand je viens sur la table seulement, hein, ils commencent à dire autre chose. Ça m'inquiète même, parce que je dis un jour, ils vont même me supprimer. Ça m'inquiète parce que je viens juste sur la table, ils commencent à dire autre chose. Hein? Alors, donc, je dis que, comment pouvez-vous imaginer que ce peuple français ne puisse pas trouver de défenseurs en Europe, en son propre sein, et qu'il faille aller en Afrique pour lever un corps expéditionnaire de 6 millions de personnes, dont des gens qui n'ont jamais vu la France, ni d'Adam ni d'Ève. Et ce sont ces gens-là qui, effectivement, vont, si vous voulez, comment dirais-je, défendre la France. Parmi eux, il y avait des Dahoméens. Il y avait des Dahoméens dans le maquis de Vercors. Hein? Mais on n'a pas tout le monde sénégalais. Hein? Tout le monde ne peut pas être sénégalais. Hein? Il y avait des Dahoméens, il y avait des Guinéens, il y avait des gens de toute origine. Hein? Et ces gens-là, on les caricaturait. On les nourrissait mal. Ils venaient dans le froid, etc. Mais Hitler a dit, puisque j'ai compris trop tard que c'est de l'Afrique que vient le danger, je vais lever un corps expéditionnaire terrible qu'on appelle l'Africa Corps, de l'amiral Rommel, de Rommel. Et on va aller là-bas pour prendre la France à revers et on va détruire le bastillon de l'Afrique noire. Et là, on a lâché maintenant les troupes nègres qui ont battu les Allemands au niveau de Tripoli, au niveau de Benghazi, au niveau de la Cyrénaïque. On a battu. Les nègres ont battu. C'est ça le salut de la France en fait. Le salut de la France n'est pas venu de parachutage tardif des Américains. Comme on a fait là, on a même oublié de dire ce que les nègres ont fait. Mais on a emmené quelques chefs d'État africains comme d'habitude pour jouer aux enfants d'école. Mais c'est-à-dire que c'était pas sérieux. Et ce sont les Africains qui ont fait la vraie bataille, c'était en Libye. La vraie bataille qui a sauvé la France. Quand nous, on les a sauvés maintenant, je ne dis pas ces Africains qui ont participé à l'effort de guerre de la France. Moi, je dis ces Africains qui ont libéré la France. Moi, je dis comme ça. C'est ça que j'ai dit à Charles Onana. La prochaine fois que tu écris le livre, il faut mettre ces nègres qui ont libéré la France. Parce que tu dis la vérité en ce faisant. Donc, ils ont libéré la France. Et après, ils ont eu le malheur de demander leur pension. Donc, on a tué à Tiaroy, au Sénégal. On en a massacré un peu partout, juste pour ne pas donner la pension. Il y a des gens qui, jusqu'à 102 ans, n'ont jamais touché leur pension avant leur mort. Et aujourd'hui, on n'a pas payé encore. Alors, nous vous parlons. Mais on dit que les mêmes gens qui ont fait tous ces morts-là, on est devenus leurs alliés. Et on appelle ça le couple franco-allemand. Qu'il y avait le couple. Donc on fait le couple, on fait les idylles, mais pendant ce temps, les nègres n'ont pas leur pension. Mais il y a encore des nègres qui nous disent que malgré tout cela, il faut toujours continuer l'esclavage. Nous disons, il faut quand même ouvrir les yeux. On ne peut plus faire comme ça. Donc les années 1935, ce sont les années où on a fait la guerre à partir du continent africain. On a décimé l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, c'était l'orgueil de la race noire. On avait battu les Italiens avant à la bataille d'Adoua. Ménélique a battu des troupes françaises. Attention. Battu. Donc, on connaît le général italien qui, pour ne pas capituler, il a failli s'empoisonner. Et les nègres l'ont encore sauvé de la mort. Ils ont dit non, tu ne meurs pas quand même. Parce que tu peux quand même perdre la guerre. Il faut boire. Ne bois pas quand même. Parce que chez eux, quand tu as perdu une bataille, il fallait t'empoisonner. Parce que si on t'attrape, c'était les supplices de la roue les pires d'ordure. Alors, donc, de 1935 maintenant à 2005, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'aujourd'hui, les communautés vivent dans la République française
mais que la République française dit qu'il n'y a pas de communauté. Il y a des communautés qui vivent sans tenir compte de ce que dit la République française, mais qui vivent en communauté. Il y a des communautés qui vivent sans vivre en communauté. C'est la nôtre. Et ce sont les communautés qui ne vivent pas en communauté qui sont les moins bien lotis aujourd'hui dans la République. Ils n'ont aucun avantage économique. Ils n'ont rien. Et même aujourd'hui encore, la France dit que ce sont les Noirs qui sont casseurs. Allez voir les prisons un peu, Bois d'Arcy. Hein? Pourcentage, bon, 75% de la population carcérale, arabe. Au moins plus de 60% nègres. Allez voir les hôpitaux psychiatriques pour voir la détresse de nos frères et de nos mamans. En leucodermie ici. Hein? Allez voir les hôpitaux psychiatriques. Allez voir ce qui se passe. Hein? Et il y a même une dame qui a écrit un livre sur la prostitution en Europe. Allez voir ce qui se passe. Hein? Donc tous les indicateurs, tout le monde sait ça, la préfecture française sait ce qui se passe par rapport aux nègres ici. Mais la préfecture française dit que la question noire ne se pose pas. Parce que les noirs qui sont ici, hein, ils font partie de la minorité visible. Comment vous dites aux Antillais qui se sont battus pour être français? Parce que les Antillais, quel est leur problème aussi? Jean-Pierre là. Bon, lui, il n'a pas de problème avec moi. Je n'ai pas de problème avec lui. C'est un problème de génération. Quel est le problème? D'ailleurs, on va faire une rencontre un jour sur ça aussi. Hein? Quel est le problème? Les Antillais disent qu'ils ont 4 problèmes avec nous. 4. Bon, j'ai dit si ce n'est que 4. Bon, on va régler. Ça, c'est pas un problème. Bon, le premier problème que les Antillais ont avec nous, c'est un contentieux d'ordre historique. Les Antillais disent qu'on leur a dit que les Africains les ont vendus. Donc vous voyez comment je fais la précaution du langage maintenant. Je dis, ils ont dit qu'on leur a dit. Je dis, tous ceux qui vous ont dit ça, invitez-les qui viennent dire devant nous. Avec leurs preuves. Invitez tous nos ennemis. Il faut inviter même le lobby anti-nègre de France. Et quand vous sortirez de la salle, vous allez voir que ces gens-là, ce sont eux qui ont fait qu'aujourd'hui, hein, on ne se parle pas. Voilà pourquoi ils ne veulent même pas qu'on soit ensemble. Quand ils voient un Antillais et un Africain assis, ça leur fait mal. Mais quand nous on voit un Français de Nouvelle-Orléans et un Français, ça ne nous gêne pas. Parce que nous on n'a fait aucun contentieux entre ces deux-là. C'est eux qui ont fait avec nous. Le poison. On a du mal à nous débarrasser encore de ce poison. Donc il y a ce contentieux historique, je dis d'accord. Ils vous ont dit hein, que... Bon, ok, d'accord. Deuxième contentieux. Ah, et encore, c'est maintenant plusieurs générations. Hein, les vieux qui disent ça encore. Les vieux qui ont été baptisés catholiques, hein, et qui sont très très croyants, qui disent qu'il ne faut pas parler des histoires de papa bossal, papa nègre à la maison, tout ça. C'est eux qui pensent ça maintenant. Les autres, là, la génération un peu kémitique, là, bon, ils ne disent même plus ça. C'est ça qui les inquiète d'ailleurs. Les jeunes ne disent plus ça. Bon, donc c'est un problème de génération. Bon, il y a ensuite un deuxième contentieux. Ça, c'est sérieux quand même, le deuxième. Ça, je suis obligé de vous dire. Bon, le deuxième contentieux, c'est quoi? Ils disent que quand ils voient l'Afrique d'aujourd'hui, et qu'il y a un problème, comme par exemple l'esclavage, ou la colonisation, quand ils ont dit que c'était positif, la colonisation. Les pays africains n'ont rien dit. Ils sont partis se ranger au Mali pour faire la francophonie. Mais ils n'ont rien dit, aucun chef d'État, rien. Et que c'est Aimé Césaire qui a dû dire, bon, ça suffit, Sarkozy, tu ne viens pas. Ça suffit, tu ne viens pas aux Antilles. Mais l'Afrique ne dit rien. Hein? Donc que l'Afrique ne s'occupe pas de leur souffrance. Politique de la main tendue. Voilà. L'Afrique ne fait pas cette main tendue vis-à-vis d'eux. Hein? Donc ils trouvent ça bizarre et que ça là, c'est une confirmation par défaut du fait que peut-être les Africains les ont vendus.
Ah bon, d'accord. Bon, ça, le dernier truc là, c'est une déduction. Mais le premier, quand même, on peut discuter, c'est sérieux. C'est sérieux. Même Madame Taubira a dit ça à Cotonou. Mais pourquoi vous ne réagissez pas? Il y a même des nègres qu'on paye pour faire des conférences pour dire que c'est nous qui avons vendu. J'ai dit, toi, heureusement, tu as fait cette conférence, je n'étais pas là. Il y a un professeur là qui dit qu'il était élève de Devis au niveau du Bénin. Quand je viens, on ne le voit jamais. Il est en vacances. Quand je reprends l'avion, il fait encore les conférences. La prochaine fois, j'irai le chercher chez lui. Il faut qu'il dise ça devant moi. C'est le professeur Hiroko. Pour ça, là, il a fait même un livre. D'ailleurs, moi, je ne discute pas. Je dis que c'est faux. Bon. Ensuite, et cet argument-là est sérieux quand même. Hein, attention. Il faut faire attention. Bon, il y a un troisième argument qui est aussi sérieux. Bon, ils disent que, au fond, et eux, ils se sont battus pour être français. Et que même certains sont morts. Donc on est parti du statut de l'assimilation au statut de la départementalisation grâce à Césaire, qui était rapporteur de la loi. C'est vrai ça. Mais aujourd'hui, on dit qu'eux, ils font partie des minorités visibles. On ne dit plus qu'ils sont français d'outre-mer. Ils ne sont plus français d'outre-mer. On les mélange avec des Maliens, des gens qui sont arrivés comme ça. On ne sait pas d'où, les boat people africains, on ne sait pas. Donc ça, c'est gênant quand même. Bon, ça, c'est sérieux. Donc ça, c'est compréhensible. Parce qu'ils disent qu'ils se sont battus pour être citoyens. C'est vrai. Parce que même les nègres dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui allaient se battre pour la France, ils étaient indigènes, ils n'étaient pas citoyens. Ils étaient assujettis au statut de l'indigénat. Pourtant, la France disait qu'elle est assimilationniste. Si elle était assimilationniste, elle devait faire de toutes ces colonies des citoyens. Elle ne l'a pas fait. Voilà la contradiction. C'est ça aussi. Bon, donc, ils se sont battus, c'est normal. Ils doivent jouir des avantages de la nationalité française. Ça, c'est normal. Donc, ils ne comprennent pas qu'on donne la nationalité à n'importe quel Malien et n'importe qui, quand même. Ça, c'est vrai. Bon, d'accord, c'est sérieux. Oui, oui, c'est sérieux. C'est sérieux. Non, c'est sérieux. Vous savez ce qu'ils ont subi, c'est excessivement douloureux. Donc c'est normal qu'ils soient excessifs. Ils sont excessifs. Ça, c'est normal. En plus, c'est de notre faute à nous. Parce que depuis le temps aussi, il n'y a pas cette fraternité aussi. Hein, c'est de notre faute à nous. Et puis le dernier argument qui est très sérieux est le suivant. Ils disent que quand ils regardent la télé, ils voient toujours des noirs nus. Et quand on va filmer dans des villages, on dit que cela on fait, et ventre ballonné, Éthiopie, toujours des problèmes sida, et tout. Donc eux, ils ne peuvent pas s'identifier à ça. Cette image qui est projetée de l'Afrique. Donc il y a un déficit d'image. Donc c'est sérieux aussi. Oui, mais c'est pas la faute des Africains si cette image. Non, mais on ne dit pas que c'est la faute de tel ou tel, puisque nous ne sommes pas en train de faire un procès ici. On dit qu'il y a un linge sale dans une famille. Et que nous, nos chefs d'État, laissent n'importe qui aller filmer n'importe quoi. C'est ça qu'ils ont dit. Est-ce que c'est vrai ou c'est vrai? Il faut constater aussi. Il y a des ONG partout en Afrique. Partout où il y a des ONG, les gens sont toujours plus malades encore. Hein, vous les laissez filmer tout. Donc les Antillais voient ces images, ils disent... Il y a même un Antillais qui m'a dit, dès qu'on dit Afrique, lui il éteint la télé. J'ai dit n'éteins plus parce que ce n'est pas la faute à la télé. Laisse quand même. Tu vois, parce que tes enfants, peut-être il faut qu'ils voient aussi la réalité. Il faut voir la réalité aussi. Bon, donc, ce que je veux dire ici, et je conclus maintenant. Vous voyez bien, je n'ai pas fait le procès des Juifs. C'était une aimable causerie à l'africain. Je dis que, je suis au niveau de l'épilogue maintenant, je vais dégager la synthèse, c'est-à-dire les acquis scientifiques irréfutables maintenant. Et qu'à partir de maintenant, ça, c'est pas négociable. On ne négocie plus ça. C'est-à-dire un noir digne de ce nom ne négocie plus ça. Ça ne faut plus qu'on vous raconte ces histoires-là, maintenant. Premier acquis, scientifique irréfutable.
les Noirs des Caraïbes, les Noirs des États-Unis, les Noirs du Brésil, partout ailleurs, ils sont tous des Africains d'origine. Et, à ce titre, il est possible, par la généalogie historique, de retrouver leur origine sur le sol africain. Ça, c'est un premier. Ça, c'est un premier. C'est un premier. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bien sûr, les archives qui permettent de retrouver, on les cache. Parce que l'Église a les archives. Quand on baptise quelqu'un, il arrive là-bas en vertu du code noir le baptise. On lui demande, ils ont tous les registres depuis le pays d'où il a été arraché. Donc il marque nègre, Jean-Louis, nègre de la nation Ibo. Et Irène, négresse de la nation Kalabari, c'est du Nigeria. Et Petit Crépin, nègre de la nation Ardra, c'est-à-dire Alada. Ça, c'est les archives que la France cache maintenant. Donc vous pouvez prendre, puisque vous êtes français. Vous demandez à la France d'ouvrir les archives. Je parle des archives maintenant de la finance. Parce qu'ils étaient assujettis aux impôts. Ils étaient obligés de déclarer le nombre de Noirs partis, le nombre de pertes et le nombre de Noirs arrivés vivants.